Et bonsoir à tous, bienvenue à cette 5e session des Europe After Hours, 5e session de 2017 et 5e femme du Parlement européen. Et c'est pas parce qu'on a fait exprès qu'on joue la statistique, parce que ça n'a aucun intérêt, mais c'est parce que nous avons des femmes d'excellence françaises au Parlement européen. On a eu 5 Françaises. Et je crois que la France peut s'enorgueillir d'avoir des femmes en politique dont on a très envie d'avoir la présence ici à l'ENA et qui viennent parler de sujets qui nous intéressent, qui intéressent tous les citoyens et sur lesquels elles ont beaucoup travaillé. Et ce soir, on a le très grand honneur d'accueillir Françoise Grossetête, qui est députée européenne. Elle est membre du groupe du Parti populaire européen et elle est, en France, secrétaire nationale en charge des questions européennes du Parti Les Républicains. Vous êtes vice-présidente donc, du groupe du PPE au Parlement européen. Vous êtes membre de la Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire. Et vous êtes plus précisément une spécialiste des questions de santé et de sécurité alimentaire, mais surtout de santé publique. Vous êtes membre de la Commission d'enquête sur les émissions automobiles et membre suppléant de la Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie. Et vous travaillez... Pardon, merci Madame la députée. Dans la délégation sur les relations avec la Russie, avec laquelle il y a beaucoup de travail, mais moins en ce moment. Ça va revenir peut-être. Ce qui est très important aussi, c'est de dire que vous avez un engagement associatif. Vous êtes présidente de l'Alliance européenne contre la maladie d'Alzheimer et présidente de l'Association européenne contre le cancer du col de l'utérus. Et je salue cet engagement associatif, en plus de votre engagement en tant que députée, parce que députée européenne, c'est déjà beaucoup de travail. Et s'engager en plus dans un mouvement associatif comme vous le faites, c'est-à-dire pas seulement avec un titre et puis basta, c'est remarquable. Voilà. Et vous avez été élue députée européenne de l'année dans le domaine de la santé en 2006 et en 2009. Voilà, je vais m'arrêter là. On a choisi de vous inviter ce soir pour parler de l'Union européenne dans la mondialisation. Et on l'a fait sur un sujet qui n'est pas a priori la plus grande de vos spécialités, mais on a été interpellé par votre interpellation du vice-président de la Commission européenne lorsqu'il est venu au Parlement européen présenter un document de réflexion de la Commission européenne, je crois qu'il est sorti en mai 2017, donc c'est tout récent, et qui s'appelle « Maîtriser la mondialisation ». Alors, le contexte, vous le connaissez. Aux dernières élections européennes, on a vu une augmentation du vote populiste. On sait, parce que les chercheurs l'ont analysé, et nos députés européens l'ont aussi analysé dans leur circonscription, qu'une partie de ce vote populiste est liée à une angoisse des citoyens européens par rapport à ce qu'on appelle la mondialisation. Et notamment ce qui fait peur, je vais essayer d'aller très vite, mais Madame la députée vous le présentera beaucoup plus précisément. Ce qui fait peur, c'est la concurrence déloyale. Et les gens, les Européens, ont peur, avec cette ouverture à la mondialisation, d'un nivellement social par le bas. Alors, on a eu très récemment ce document de réflexion de la Commission européenne. Et puis, on a eu aussi récemment des avis de la Cour de justice sur les accords internationaux de nouvelle génération, qui sont des accords économiques qui sont signés avec des pays tiers vis-à-vis de l'Union européenne, et sur lesquels il y a un petit sujet qui est intéressant, qui est de savoir si seule la Commission et l'Union européenne peuvent ratifier un accord économique ou s'il faut demander une ratification par chacun des parlements, ce qui multiplie par 27, 28 le nombre d'avis
qu'on demande pour lancer un accord économique. Et c'est ce qui a donné lieu notamment au grand débat sur le traité signé avec le Canada très récemment. Et puis, voilà, cette communication de la Commission européenne. Vous avez interpellé le vice-président de la Commission européenne. Alors, les questions qu'on peut se poser ce soir, c'est d'abord, qu'est-ce que ça touche, la mondialisation ? Est-ce que l'Union européenne dispose des moyens pour se battre à armes égales ? Est-ce qu'il faut plus ou moins de protectionnisme ? Est-ce que le protectionnisme, c'est un mythe, c'est une réalité ? Quel est l'avis des députés européens? Quel est votre avis à vous? Vous avez dit très justement que l'Union européenne devait pouvoir, et son industrie très particulièrement, profiter aussi de la mondialisation dans le sens positif, la mondialisation comme un levier de croissance. Et j'ai été très frappée. 1 milliard d'euros d'exportation de l'Union européenne en direction du reste du monde, ça signifie la création de 14 000 emplois dans l'Union européenne en plus. Et un emploi sur 7 dépend de nos exportations de l'Union européenne vers le reste du monde. Donc, ce n'est pas une petite question. Donnez-nous un peu votre point de vue, sans langue de bois. Je vous remercie encore d'être là. C'est un grand honneur. Cette maison est la vôtre. Et ça n'est qu'une première. Merci beaucoup. Tout d'abord, merci de m'inviter et de me permettre de vous rencontrer. C'est un plaisir. Et de vous parler, bien évidemment, je ne veux pas du tout vous faire un cours de droit parce que je serais moins bien placée que vos enseignants pour cela, mais vous dire un peu le pourquoi, comment ça se passe politiquement, les difficultés et pourquoi la Commission européenne à tel moment propose telle chose. Tout ceci, ça rentre dans un contexte. Alors c'est vrai que la mondialisation, globalisation, comme disent un certain nombre de nos collègues, c'est un sujet effectivement totalement d'actualité. Puisque, vous l'avez dit, la Commission européenne a sorti sa proposition. Et pourquoi ? Alors, pourquoi la Commission européenne a parlé justement de la mondialisation ? Pourquoi elle a sorti d'ailleurs ces derniers temps un certain nombre de réflexions, de position papers, etc. C'est tout simplement au vu de ce qui se passait pendant la campagne présidentielle française. La Commission européenne, d'abord toute l'Europe a eu très peur, et la Commission européenne la première, mais toute l'Europe a eu très peur d'avoir en France un deuxième tour de l'élection présidentielle entre l'extrême gauche et l'extrême droite. Mais même si on était quand même un certain nombre en France à se dire non, on va quand même pas vivre une telle chose, nos collègues étaient très très inquiets. Et je me souviens que la semaine qui a précédé le deuxième tour de la présidentielle, non, plutôt le premier tour de la présidentielle, pardon, eh bien, je me souviens que mes collègues nous disaient, mais bonne chance, mais ils étaient vraiment profondément inquiets. Donc, la Commission européenne avait ressenti depuis un certain temps cette montée des populismes et des extrémismes, de l'euroscepticisme, bien évidemment, tout ceci est totalement lié dans un certain nombre d'États membres de l'Union européenne, mais vraiment, ce qui les a fait profondément réagir, c'était ce qui se passait en France. La France, c'est quand même un très grand pays de l'Union européenne, pays fondateur de l'Union européenne avec l'Allemagne, et donc tout est très symbolique de ce qui se passe en France, et tout ceci était observé à la loupe. Et c'est pour cela que la Commission européenne et le président de la Commission, Jean-Claude Juncker, a fait ces propositions concernant la mondialisation. Pourquoi ? Parce qu'on s'est bien dit que la mondialisation, c'était sans doute une très grande chance à saisir pour l'Union européenne, mais qu'en même temps que l'on disait que la mondialisation, c'était une grande chance, on se rendait bien compte qu'il y avait une partie de la population, la moitié de la population, qui avait le sentiment que les bénéfices de la mondialisation lui passaient
complètement à côté, que eux étaient exclus de tout cela. Et c'est ce sentiment d'être à part, d'être des oubliés, tout simplement, de la mondialisation, des oubliés des politiques que l'on met en place. Eh bien, cette population-là, souvent dans les territoires ruraux, parce qu'on voit très bien, d'ailleurs ça se voit dans les résultats des votes, mais pas seulement en France, mais partout dans l'Union européenne, on a des grandes métropoles dynamiques, avec des populations qui participent le plus possible à ce dynamisme, et puis à côté ces territoires qui sont pourtant des territoires qui apportent beaucoup pour l'équilibre de nos sociétés. Moi, je suis très convaincue de cela. J'appartiens à une grande région, Auvergne-Rhône-Alpes. C'est une région très dynamique, avec des grandes métropoles, mais en même temps avec des territoires ruraux qui souffrent aussi, qui s'inquiètent de cela. Et Jean-Claude Juncker l'a bien compris, mais c'est aussi ce que j'avais exprimé dans mon intervention, en disant attention, parce que c'est cela qui nourrit les peurs, les inquiétudes. On a vécu pendant des décennies avec des générations qui se disaient que l'ascenseur social, ça existait. Chaque génération se disait « mes enfants vont connaître un avenir meilleur encore que le mien ». Depuis la Deuxième Guerre mondiale, on vivait cela. Et eh bien, aujourd'hui, la génération de nos enfants n'a pas ce sentiment de vivre, de pouvoir connaître cet ascenseur social. Et on voit donc des générations de jeunes qui ont le sentiment qu'ils ne vont pas bénéficier, comme leurs parents, de cette possibilité de vivre mieux, d'avoir une meilleure qualité de vie, d'avoir plus de possibilités économiques, etc. Donc ça, si on ne le prend pas en compte, on a tout faux. Et on connaîtra de nouveau des lendemains extrêmement douloureux et qui peuvent être très graves. La France, heureusement, n'a pas connu la pire des catastrophes que l'on craignait, mais on sait très bien que ces 5 ans, ça passe très vite, et que si dans 5 ans, la France n'arrive pas à résoudre un certain nombre de ces problèmes, on peut se retrouver encore dans la même situation, et sans doute à ce moment-là, en n'ayant peut-être pas d'alternative crédible, etc. Donc, ceci nous montre bien qu'on a une urgence. Parce que je dis pour la France, en ce qui concerne la France, 5 ans c'est très court, on a une urgence, il faut absolument répondre aux angoisses de nos concitoyens dans le cadre de cette mondialisation. Et pourtant, la mondialisation, ça doit nous apporter quelque chose d'extraordinaire. Vous l'avez dit vous-même, chaque milliard d'euros d'exportation représente 14 000 emplois supplémentaires dans l'Union européenne. Vous l'avez dit, et un emploi sur 7 dans l'Union européenne qui dépend des exportations vers le reste du monde, c'est quand même particulièrement important. C'est une vraie réalité. Il y a 244 millions de personnes qui vivent en dehors de leur pays d'origine dans le monde. Donc, aujourd'hui, il n'y a plus de frontières, il n'y a plus. C'est pour ça qu'on parle de mondialisation, de globalisation. Il n'y a plus aucune frontière. Le monde est ouvert. D'ailleurs, c'est ce qui est inquiétant quand on a des partis politiques qui proposent l'inverse et qui proposent le repli sur soi. C'est une catastrophe dans ce cas-là. Mais il faut dire aussi qu'il y a 75 millions d'achats transfrontières en ligne dans l'Union européenne. Dans l'Union des 27, c'est quand même important aussi à dire, qu'il y a 3,3 millions de personnes qui ont étudié à l'étranger grâce à Erasmus. Alors Erasmus, dont on fête l'anniversaire, donc on aura l'occasion d'en parler souvent, d'Erasmus cette année. Et puis 2 millions de travailleurs frontaliers dans l'Union européenne. Ça, c'est la mondialisation, c'est sa valeur ajoutée. Donc cette mondialisation, elle se traduit dans beaucoup.
elle se vit dans beaucoup de secteurs. D'abord, il y a le secteur des transports, le secteur de l'énergie, l'agroalimentaire, les télécommunications, la distribution, les services financiers, la production en usine aussi, avec l'automatisation. Donc, on fait appel, bien sûr, à la mondialisation. Les soins de santé, avec les diagnostics en ligne, la mobilité transfrontière accrue des professionnels de santé, par exemple. Bon. Donc, en 2025, 61% de la population mondiale vivra en Asie, principalement en Chine ou en Inde. Et la part relative de l'Europe dans la population mondiale, vous le savez, va diminuer. L'Europe des 27 ne représentera plus que 5,5% de cette population mondiale. Or, il faut que je vous parle d'un tableau qui m'a été présenté il n'y a pas longtemps par Michel Barnier, qui, vous le savez, est le représentant qui a été désigné par la Commission européenne et en accord avec le Conseil pour négocier les négociations, pour négocier le Brexit, avec le Royaume-Uni. Et il nous a fait un tableau extrêmement explicite. En 2020, nous avons parmi les 8 plus grandes économies du monde. On a encore 3 États membres de l'Union européenne qui font partie de ces 8 plus grandes économies. En 2020, c'est l'Allemagne, c'est la France, c'est le Royaume-Uni. Et puis en 2030, il n'y a plus que l'Allemagne, selon les prévisions, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Et en 2050, il n'y aura plus que l'Allemagne qui ne fera partie pas des 8 plus grandes économies, mais des 10 plus grandes économies. C'est intéressant, ce schéma-là. Bien sûr, c'est prévisionnel. À nous de tout faire pour essayer d'inverser cette tendance-là, bien évidemment. Je pense entre autres à mon pays, la France. J'espère que la France arrivera à se redresser. C'est vrai que la France, elle est très faible dans ses exportations. C'est un mal très français. J'espère qu'elle arrivera à se redresser et qu'on pourra encore prétendre au moins être dans les 10 grandes puissances économiques en 2050. Je le souhaite en tout cas. Nous devons travailler à cela. Mais c'est quand même important de se rendre compte que les choses vont très vite, très très vite, et que cette mondialisation, elle est quand même très très importante pour l'Union européenne. Alors c'est vrai que l'Europe, c'est le plus grand marché unique au monde. Il faut quand même qu'on ait un petit peu notre fierté. Le plus grand marché unique au monde, c'est toujours la première puissance commerciale. C'est le premier investisseur et le principal pourvoyeur d'aide au développement au niveau mondial. Nous sommes plus importants que les États-Unis d'avant Trump, bien évidemment. Là, maintenant, on verra ce que ça donnera. Donc, l'Union européenne est vraiment un continent dynamique et qui tient sa place dans la mondialisation. Alors, mais pour cela, il faut garder cette place-là. Donc, nous sommes face à tous ces défis dont vous avez parlé. Et donc, c'est pour cela que l'Union européenne, la Commission européenne, a déjà, depuis quelques années, sorti un certain nombre de communications. Il y avait une communication qui datait déjà de 2015, du 14 octobre 2015, qui était intitulée « Vers une politique de commerce et d'investissement plus responsable ». Et c'était une sorte, cette communication se voulait être un peu un guide de l'action de l'Union européenne, avec l'ouverture des marchés basés sur la réciprocité, avec le maintien de normes élevées que l'Union européenne a mises en place. Vous savez que quand on a discuté du CETA, de l'accord commercial avec le Canada, de même que quand on commençait à discuter de ce qui aurait dû être l'accord commercial avec les États-Unis, c'est vrai que l'Union européenne s'engageait absolument à ne pas transiger sur ces normes élevées dans le domaine environnemental, social, sanitaire. Et donc tout ceci relevait était réaffirmé dans le cadre de cette communication.
Tout ceci pour mieux protéger les citoyens et surtout prévenir nos entreprises de la concurrence déloyale. Parce que c'est cette question-là qui est vraiment essentielle pour l'Union européenne. Or, quand on parle, vous savez, quand on parle de protection des entreprises vis-à-vis de la concurrence déloyale, je peux en parler aujourd'hui librement. Je vous en aurais peut-être parlé librement il y a quelques années, mais aujourd'hui, je peux en parler d'autant plus librement que aujourd'hui, tout le monde reconnaît qu'il s'agit là d'un problème. Mais jusqu'à il y a encore 1 an, 18 mois, c'était un sujet tabou. Il y avait un certain nombre de sujets très tabous dans l'Union européenne, hein, comme la politique de défense, l'Europe de la défense, c'est un sujet tabou. Maintenant, c'est plus du tout tabou, c'est au contraire quelque chose de très important à mettre en place. Mais cette concurrence déloyale, dès qu'un Français, quel qu'il soit, se mettait à parler de la concurrence déloyale exercée par certains pays tiers vis-à-vis de l'Union européenne, tout de suite, on nous disait « Ah, c'est français, c'est protectionniste, ça n'est pas possible ». Nous étions étiquetés en tant que Français comme de grands protectionnistes qui regardaient la mondialisation comme quelque chose de terrifiant. Hein, ce qui n'était pas mon cas, pas du tout. J'ai jamais ressenti cela, mais c'est vrai que ça nous collait à la peau. Et ce qui fait que on n'osait même plus, nous les Français, enfin dans mon groupe, le Parti populaire européen, qui est la droite et centre-droit, je peux vous dire qu'on n'osait même pas en parler, parce que tout de suite, on était, mais regardez, avec vraiment de travers. Or, aujourd'hui, bien évidemment, compte tenu de tous ces sentiments qui ont émergé dans le cadre des différentes campagnes électorales qu'il y a pu y avoir, parce qu'il y a eu le Brexit, il y a eu la campagne en France, mais on a connu des campagnes un peu difficiles, en Espagne aussi, en Italie ça n'est jamais simple non plus, on voit bien ce qui se passe dans les pays de l'Est, avec la montée des populismes, en Hongrie, en Pologne, donc tout ceci est quand même très inquiétant. Très, très inquiétant. Et enfin, on se dit, il faut peut-être qu'on apporte des bonnes réponses. Parce que si nos concitoyens se comportent de cette manière et pensent comme cela, c'est que nous, on a eu tout faux. C'est-à-dire qu'on n'a pas su les rassurer et leur montrer que l'Europe, ça n'était pas qu'une Europe, une économie libérale, mais que c'était une économie sociale de marché. Et on a oublié longtemps, hein, ce terme de social, et d'autant plus dans mon propre groupe politique, où j'ai un président, le président de mon groupe, qui est un jeune Allemand de la CSU, en parle régulièrement. Lui dit, puisqu'il n'y a pas de tabou ici, ne laissons pas la politique sociale à des socialistes. Nous avons quelque chose à dire. Et notre politique sociale, nous la voyons différemment des socialistes. Et c'est normal, c'est la démocratie. Nous n'avons pas les mêmes, nous ne partageons pas tout à fait les mêmes valeurs, si ce n'est que nous sommes attachés à cette économie sociale de marché. Mais même dans mon groupe, je peux vous dire que quand nous tenons ce type de discussion, et on est arrivé quand même à faire voter une prise de position dans mon groupe sur ce que doit, à nos yeux, être une politique sociale européenne, j'ai quand même encore quelques collègues nordiques qui nous disent: on ne veut pas entendre parler de dumping social. Le dumping social, ça n'existe pas. La bonne règle, c'est la règle du marché. Ah. Alors, si je vous explique cela, c'est pour que vous compreniez que même à l'intérieur d'un même groupe politique où nous partageons les mêmes valeurs, nous pouvons nous retrouver complètement, divisés, il ne faut pas avoir peur de ce mot-là, divisés sur une telle approche de protection du citoyen, de protection des entreprises. Et il y a une division, une séparation que je ressens nettement en tant que vice-présidente de mon groupe en charge de toutes ces questions liées à la croissance entre le nord de l'Europe et le sud, et entre l'est de l'Europe et l'ouest. Et ça, c'est très important de le savoir, parce que lorsqu'il faut trouver une ligne directrice, eh bien, il faut obliger chacun à réfléchir et à accepter
accepter la vision de l'autre pour faire un pas. Vous savez, on a eu une discussion sur la révision de la directive détachement des travailleurs. Là aussi, on retrouve complètement ce clivage. Et moi, en tant que vice-présidente, la semaine dernière, en conclusion, j'ai dit, écoutez, de toute façon, il faudra bien que chaque position, chacun qui représente une position différente va devoir faire un effort pour converger vers l'autre. C'est-à-dire qu'il faut trouver une position commune d'un groupe, eh ben, c'est un compromis, là aussi. Et donc, il faut accepter de faire des pas, mais comprendre aussi ce qui se passe, que les Nordiques comprennent ce qui se passe dans le Sud, et qu'à l'Ouest, on comprenne ce qui se passe à l'Est, mais qu'à l'Est, on comprenne aussi qu'il y a des difficultés par certaines politiques de dumping social dans l'Ouest. Donc, tout ceci, pour vous dire que Jean-Claude Juncker avait bien compris qu'il fallait absolument déjà, et c'était sa volonté dès le départ, dès son élection à la tête de la Commission européenne, vu son expérience politique, il avait bien compris qu'il était nécessaire de réfléchir à toutes ces questions, et c'est pour cela qu'enfin on a pu commencer à aborder la question de la protection des citoyens et la protection de nos entreprises face à la concurrence déloyale. Alors, il est important pour cela qu'il y ait des instruments de défense commerciale. Mais les instruments de défense commerciale, encore faut-il qu'ils soient efficaces. Et le problème, c'est que jusqu'à présent, on n'arrivait pas à entraîner l'Allemagne sur ce terrain-là. Je vous dis, mon président est allemand. Lui a une vision je trouve qu'il a une très bonne vision des choses. Étonnamment, alors qu'il est CSU de Bavière, je trouve qu'il a une très bonne approche des choses. Mais globalement, mes collègues allemands au sein de mon groupe sont extrêmement durs, et entre autres la jeune génération. La jeune génération, les 35-45 ans, sont très durs sur ces positions-là. Et finalement, on voit un peu un revirement de l'Allemagne, tout simplement. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu certains secteurs de l'industrie allemande qui se sont vus touchés, et entre autres l'acier allemand. Et c'est uniquement à cause de cela, ça nous a sauvés, nous. C'est parce que les producteurs d'acier en Allemagne se sont trouvés en concurrence tellement difficile et déloyale face à l'acier chinois que, enfin, le discours que nous tenions, et entre autres nous les Français et les Italiens, Français et Italiens, nous tenions un discours justement pour défendre notre acier, aussi bien français que italien. Ça faisait un moment qu'on tirait la sonnette d'alarme en disant mais les Chinois nous font une concurrence déloyale, il y a des aides d'État de la Chine, etc. Des manières de faire de la Chine qui sont totalement inacceptables pour l'Union européenne, et on les laisse faire. Et on détruit des milliers d'emplois. C'est comme cela que toute notre industrie s'en va, etc. Et finalement, comme l'acier en Allemagne, c'est aussi un secteur industriel extrêmement important, les Allemands ont accepté de comprendre qu'il fallait faire quelque chose, et c'est comme cela que la Commission européenne a mis en place des outils de défense commerciale pour l'acier, et que enfin on a des aciéries qui retrouvent des couleurs, et même y compris en France, on est content parce que ça montre bien que si on veut se donner des outils efficaces pour défendre nos entreprises dans le cadre d'un dumping social, eh bien ça peut marcher. Donc tant mieux, mais si je vous donne cet exemple-là, c'est pour vous faire comprendre. L'Allemagne est quand même l'État membre qui est le plus en meilleure santé que tout le monde. La croissance en Allemagne est forte. C'est le taux de chômage outre-Rhin, je ne sais plus, c'est à peu près 3,4%, quelque chose comme ça, pour prévision de 2018. Donc c'est extraordinaire. Nous, en France, on aimerait bien avoir ce taux de chômage-là. Espérons qu'on y arrivera aussi un jour. Mais
si vous voulez, l'Allemagne prend des mesures ou accepte d'aborder des sujets aussi importants que cela lorsque c'est son industrie qui est en jeu. C'est-à-dire que, même si moi j'ai énormément de respect pour Madame Merkel, hein, parce que c'est une femme politique que j'estime assez remarquable, mais ce qui la guide en permanence, mais on ne peut pas lui le reprocher, c'est son devoir aussi, mais ce qui la guide en permanence, c'est l'intérêt de son industrie. Et c'est l'intérêt de son industrie qui guide tous ces positionnements pour l'Union européenne. Alors, je l'explique parce qu'il vaut mieux savoir que ça se passe comme ça et en faire le constat et le savoir. On ne peut pas lui le reprocher. Moi, quand j'ai entendu, même dans le passé, il y a de nombreuses années, déjà Madame Merkel venir en plénière à Strasbourg un jour pour défendre les constructeurs automobiles allemands, à une époque, on avait vraiment à débattre et à prendre des décisions concernant les moteurs propres. Et donc, il y avait des oppositions d'intérêts entre les constructeurs automobiles français et les constructeurs automobiles allemands. C'était vraiment des oppositions terribles. Madame Merkel, chancelière allemande, est venue en plénière à Strasbourg pour tenir un discours et défendre son industrie automobile. Et quand je l'ai entendue, je me disais, quand est-ce que j'aurai un Premier ministre français qui exigera de venir en plénière à Strasbourg pour défendre son industrie, et entre autres son industrie automobile. Si vous voulez, je vous dis ça parce que, voilà, nous, on a des pudeurs qui font que, voilà, on ne défend pas ce qu'on a à défendre, mais Madame Merkel n'est certainement pas... Je ne dirais pas que c'est la plus européenne de toutes les personnalités qu'on peut connaître. Elle est d'abord pro-allemande. Elle défend son pays. C'est son devoir au départ. Après, si elle n'est, à mes yeux, peut-être pas toujours suffisamment européenne, c'est tout simplement parce qu'elle n'a pas à ses côtés un dirigeant français qui l'inciterait à penser communautaire et pas seulement penser allemand. Donc voilà, j'explique tout cela. Je ne critique pas Madame Merkel, mais je pense que c'est important de savoir comment ça se passe chez nous. Alors, il y a une proposition en cours de la Commission européenne concernant le règlement qui est relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part d'un pays tiers, c'est-à-dire un pays non membre de l'Union européenne. Et puis, on a un autre règlement, aussi en révision, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de l'Union européenne. Donc, tout ceci est en train de bouger, hein, et tant mieux. On ose maintenant parler de la nécessité de protéger nos entreprises. Alors, cela fait suite. Alors pourquoi la Commission européenne s'est positionnée sur ces deux questions-là? C'est parce que je vous ai expliqué le contexte, mais aussi parce qu'on avait cette grande question l'année dernière. Que faisons-nous du statut d'économie de marché de la Chine? Puisque il y avait nécessité à la fin de l'année, là c'était en décembre dernier, il fallait prendre une position sur le statut d'économie de marché de la Chine. Alors bien sûr, au Parlement européen, on disait tous, mais c'est pas possible. On ne peut pas reconnaître le statut d'économie de marché à la Chine, compte tenu de sa manière, de sa politique commerciale, industrielle, commerciale. Et puis, on nous disait, oui, mais voilà, dans un accord qui a été signé, il y a une petite phrase qui fait que la Chine revendique cette phrase-là et on ne voit pas comment on peut faire. Eh bien, on a trouvé la solution. Parce que finalement, quand on est mis au pied du mur, on est bien obligé de trouver des solutions. C'est toujours comme ça dans l'Union européenne. On piétine pendant des mois et des mois et des mois. On donne l'impression à nos concitoyens qu'on n'avance pas. Et puis, quand on est au pied du mur, eh bien, finalement, ça bouge. Et heureusement. Et ce qui fait qu'un accord a été trouvé. Alors, au mois de mai dernier, au Conseil européen, pour résoudre le problème, lorsqu'on établit l'existence de distorsions fortes de marché pour certains secteurs, l'Union européenne a décidé qu'elle pouvait appliquer des droits de douane aussi élevés qu'ils le sont aujourd'hui avec la Chine. C'est-à-dire que tout le monde va être traité
de la même manière, la Chine va être traitée de cette manière, c'est-à-dire qu'on met des barrières douanières, c'est ce qu'on a fait pour l'acier chinois, si on s'aperçoit qu'il y a un dumping social, eh bien, on le fera pour n'importe quel pays tiers. Voilà, avec lequel on a déjà des accords. Ce qui fait que la Chine ne peut plus se prévaloir du fait qu'elle aurait, malheureusement, elle serait victime d'un régime spécial. Donc, le Nord est sauf et tout le monde, à ce moment-là, se met d'accord sur cette distinction entre économie de marché ou pas. On applique des droits de douane si on estime que cela est normal et nécessaire. Alors, je rappelle que l'Union européenne, c'est quand même le marché le plus ouvert au monde, on l'a déjà dit, en ce qui concerne les marchés publics. Mais malheureusement, pour cette question-là, il n'y a pas de réciprocité. C'est ça le gros problème. Donc, vous l'aviez dit tout à l'heure, il faut travailler sur cette réciprocité. Et c'est pour ça qu'il y a une proposition qui est relative à un instrument international sur les marchés publics pour remédier à en partie à cette situation. Je dis en partie parce que c'est une première proposition, c'est toujours un peu timide, mais ça a au moins le mérite d'exister et ça va nous faire travailler sur cette question et ça sera sans doute au Parlement européen d'approfondir les choses. Très souvent, la Commission européenne, vous savez, elle fait une proposition et puis il y a dans cette proposition des choses qui restent encore un peu floues parce qu'elles sont très délicates et très sensibles et la Commission européenne attend que ce soit le Parlement européen. Comment ? Elle nous le laisse. Alors c'est un peu, parfois ça peut être cadeau empoisonné, mais d'un autre côté, après tout, ça permet au Parlement européen de remplir son rôle, de jouer son rôle de législateur et de faire des propositions. Parfois, on va plus loin que ce que la Commission européenne propose, justement, parce qu'on estime que c'est un peu timide et c'est pas plus mal. Alors, il y a un autre point qui est important aussi, c'est le contrôle des investissements étrangers. Là, il n'y a rien de concret à l'échelle européenne. Pour l'instant, tout ceci reste très national. Chaque État membre regarde ce qu'il doit contrôler ou pas contrôler. Alors qu'il faut qu'on sache que les États-Unis, le Canada, la Russie, la Chine ou l'Australie se sont dotés de mécanismes de contrôle des investissements étrangers. En ce moment, dans l'Union européenne, on le voit, nous avons des investisseurs étrangers plus ou moins sérieux, plus ou moins... Enfin, bon... comment dire, oui, quand je dis sérieux, entre guillemets, et on peut s'interroger sur toutes ces pans entiers d'économies qui partent entre les mains d'investisseurs étrangers. Cela peut peut-être quand même poser question pour l'avenir de l'Union européenne. C'est une question qu'il faudra certainement traiter. Alors, je termine. Vous avez posé la question tout à l'heure des compétences de l'Union européenne en matière commerciale. Quand on a travaillé sur le CETA, l'accord sur le Canada, bon, on estimait que... Il fallait un vote du Parlement européen sur cet accord et que le vote du Parlement européen valait pour les 28 ou 27 États membres de l'Union européenne. Et en réalité, il y a eu une décision de la Cour de justice qui vous l'avez dit, du mois de mai dernier, donc très récente. Parce que la Cour de justice avait été saisie dans le cadre de l'accord Union européenne-Singapour. Et dans le cadre de cet accord, la Cour de justice a clarifié la position en disant que pour les accords commerciaux dits de nouvelle génération, que conclura donc à l'avenir l'Union européenne, eh bien, ils devront être non seulement validés par le Conseil européen et par le Parlement européen de Strasbourg, mais aussi par la trentaine c'est plus que ça, par les parlements nationaux, c'est-à-dire chaque parlement national auquel on ajoute quelques parlements de régions
On a vu, entre autres, le problème d'une région belge qui risquait de nous bloquer l'accord commercial avec le CETA. Ça nous a donné quelques sueurs froides. Et cela montre bien que là, on est face à une difficulté quand même. Parce que ça veut dire que d'abord, ça va prendre beaucoup de temps et on est toujours à la merci d'un parlement, d'une région européenne qui ne serait pas d'accord avec ce qui a été voté par le Parlement national auquel il appartient. Enfin, bon, à ce moment-là, ça devient un peu ubuesque, mais malheureusement, la Cour de justice s'est prononcée. Alors, la Cour de justice confirme les compétences exclusives de l'Union européenne. Alors, ces compétences exclusives, elles concernent les accès privilégiés au marché public européen, les accords en matière de propriété intellectuelle, de protection des investissements ou les objectifs de développement durable. Alors, l'avis de la Cour de justice dit aussi que l'Union européenne n'a pas de compétences exclusives, donc pour les investissements étrangers, autres que directs, c'est-à-dire les investissements de portefeuille opérés sans intention d'influer sur la gestion et le contrôle d'une entreprise, et pour le régime de règlement des différends entre investisseurs et États. Alors, bon, ça ne nous a pas fait plaisir à nous, Parlement européen, je peux vous dire que ça ne nous a pas fait plaisir, cet avis de la Cour de justice. Quand il est arrivé, on s'est dit, mais c'est pas possible. Et nous, Parlement européen, on sert à quoi ? Nous sommes bien les représentants des citoyens européens. Nous sommes bien là pour défendre les intérêts des citoyens, donc des entreprises. Mais bon, malheureusement, la Cour de justice s'est prononcée de cette manière. Nous sommes obligés de nous incliner. Ceci ne va pas faciliter les choses. Ceci va malheureusement ralentir et donc affaiblir la politique commerciale de l'Union européenne. Ça, c'est véritablement un regret. Alors... Bon, j'ai beaucoup parlé, on verra pour les questions. Hein. Ah oui, je vais terminer quand même pour vous dire que, oui, l'OCDE, dans le cadre de la mondialisation, alors ce n'est pas dans mes notes, mais la semaine dernière, j'ai lu un paragraphe concernant l'OCDE. En ce qui concerne la France, l'OCDE disait qu'elle était assez inquiète de la divergence qu'il y a. On parle toujours de la nécessité d'un rapprochement entre l'Allemagne, des convergences entre l'Allemagne et la France, convergence économique, sociale. De toute façon, s'il y a des convergences économiques, forcément, les convergences sociales suivront, mais fiscales, etc. Or, l'OCDE s'inquiète beaucoup parce que l'Allemagne va bien, elle est en bonne santé. Je vous l'ai dit tout à l'heure, taux de chômage très bas, un endettement réduit, très réduit. Par contre, en parallèle, le taux de chômage de la France est d'environ 10%, quelque chose comme ça. Hein. Et puis, l'endettement n'arrête pas d'augmenter de jour en jour. Donc, au lieu de converger, on est en train de diverger cruellement. Et l'OCDE pointe du doigt aussi le manque, le défaut de formation des Français. Défaut de formation des Français, entre autres donc dans le domaine, dans les bases générales, c'est-à-dire que les jeunes Français qui sont sur le marché du travail n'ont plus les bases d'un enseignement général qui est nécessaire pour pouvoir aborder n'importe quel sujet et pouvoir surtout comprendre aussi ce qui se passe dans le monde et dans la société. Et puis, alors, manque cruel de formation dans le domaine numérique. Et l'OCDE en conclut que malheureusement, c'est cela qui fait qu'on a une trop grande partie de la population française qui ne peut pas, accéder à une information et aussi à un raisonnement finalement, hein, qui permettrait de mieux comprendre la mondialisation et de la comprendre, donc de l'accepter et de vouloir être un acteur de cette mondialisation. Et
ça veut dire que c'est l'échec de notre éducation depuis sans doute le plus jeune âge. On en parle beaucoup en ce moment, hein, et il y a certainement des réformes approfondies à faire. Mais voilà, je voulais vous dire cela parce que l'OCDE disait que cela expliquait sans doute aussi la montée du populisme dans certaines catégories de population c'était mes propos de début d'intervention, une population qui a le sentiment d'être exclue des bénéfices de la mondialisation. Donc on connaît les remèdes, à nous Français, à nous, Européens, de nous saisir de toutes ces questions que j'ai survolées rapidement et surtout de mieux former, je pense, nos enfants, nos adolescents, nos jeunes, et puis tout au long de la vie. Je pense que c'est le meilleur moyen pour être bénéficiaire de cette mondialisation. Merci. Oui, merci beaucoup, Madame la députée. Je suis étonnée par la capacité que vous avez eue à rassembler en un très court temps les enjeux, les perspectives, les difficultés, et nous le donner avec beaucoup de chair. Et c'est extrêmement agréable. Alors, pour rebondir sur ce que vous disiez sur le déficit de formation en France, ici, on a de la chance, on est dans une école qui forme l'élite, et je pense que c'est en dessous que le déficit de formation a lieu. Mais cette formation, cette possibilité que les élèves notamment ont de vous entendre et de se forger un avis critique sur des questions très importantes pour leur avenir, cette possibilité qu'on a, nous, à l'ENA, on devrait pouvoir l'avoir partout. Ils sont des privilégiés. Et je voulais rebondir parce que la semaine dernière, ou il y a 15 jours, j'ai lu une étude une étude d'économistes très réputés qui émanait de Harvard ou Princeton, je ne sais plus, et qui avait demandé à la totalité des investisseurs privés, des plus grands investisseurs privés du monde, comment ils classaient les pays les plus attractifs en matière d'investissement privé et pour quelles principales raisons. Alors, sans surprise, ils ont classé les États-Unis en numéro 1 pour sa résilience et pour son volume d'affaires. En numéro 2, Marcus, ils ont mis la Grande-Bretagne. Marcus est notre élève britannique de la promotion Louise Weiss. Très bien. Et il est là à chaque Europe After Hour. Et d'ailleurs, je pense que je te poserai une petite question, mais je suis très fière. Ça, c'est l'Europe. Promotion Louise Weiss en plus. Et on a tous les élèves de reste du monde avec la promotion Alan Turing souvent j'oublie de citer et je m'en excuse. Et dans cette étude, alors on a le Royaume-Uni, notamment pour ses facilités en termes de place financière. En 3, on a l'Allemagne, grosse industrie, qualité de délivrance. Et en 5, et pour quelle raison? J'étais très étonnée, la qualité de sa gouvernance publique. Alors, ça nous a fait un petit peu chaud au cœur, cocorico, mais il n'empêche que c'est sur son service public que la France est attractive et pas sur le reste. Moi, je voudrais quand même... Voilà. Alors, je voudrais quand même demander à notre élève britannique s'il a une réaction. Vous voulez réagir? Alors, non, mais 30 secondes. Et on va lui donner la parole, c'est important de vous écouter. Non, mais je suis d'accord avec ce que vous venez de dire. D'ailleurs, je viens de perdre le fil de ma pensée. Ça va me revenir. Oui. Oui. Alors, parce que moi là j'étais en train de perdre mon fil complètement. Je pense que oui, vous êtes l'élite et c'est pour ça que je vous ai parlé. Voilà, c'est pour ça que je vous ai parlé de ces problèmes et moi de mon vécu de députée européenne. Je suis députée européenne, je suis donc législateur. Donc effectivement, on travaille sur toutes les propositions qui sont faites par la Commission européenne et je vous ai dit, on essaye d'aller plus loin la plupart du temps, c'est-à-dire de toute façon de répondre aussi à l'attente de la Commission européenne. Il faut forcer le Conseil après, parce que c'est le Conseil qui est plus dur à faire bouger. Mais vous êtes l'élite. Et ce qui est important, parce que parfois, c'est ce qu'on pourrait reprocher à une certaine élite française,
c'est d'oublier ce que représente toute la société, qu'elle soit européenne, qu'elle soit plus particulièrement française. Mais je crois que c'est le problème en Europe, puisqu'on voit bien les questions sociales au Royaume-Uni sont des questions importantes, hein, qui ont sans doute joué aussi, hein, mais vous nous l'expliquerez mieux que ça, mieux que moi. Mais vous êtes l'élite et donc vous avez le devoir de penser à ceux qui, malheureusement, n'ont pas la chance de faire partie de l'élite, et qui représentent la moitié de la population la plupart du temps. Enfin, voilà. Hein, et parce que nous travaillons tous pour l'amélioration de notre société. Et vous travaillerez dans les responsabilités que vous aurez plus tard. Vous aurez à travailler pour cela, quels que soient les domaines dans lesquels vous pourrez développer votre carrière. Et je pense qu'il ne faut jamais oublier cela, parce que si on oublie cela, on crée des clivages tellement importants dans la société que c'est à ce moment-là que l'on peut vivre vraiment des désordres terribles. Et je pense qu'on est un peu à un moment dans notre Europe, on est un peu dans cette période d'instabilité, d'incertitude, d'inquiétude, d'angoisse, parce que là, l'Europe est confrontée à beaucoup de défis, vous les connaissez tous, je ne vais pas les énumérer. Et puis, il y a ce vécu que j'ai expliqué de nos concitoyens. Et moi, parce que je suis aussi une députée de terrain, que je rencontre mes concitoyens toutes les semaines, toutes les fins de semaine, je suis sur le terrain et que je vois bien quelles sont leurs préoccupations, quelles sont leurs inquiétudes. Ça, parce que vous serez l'élite, vous aurez le devoir, je n'ai pas de conseil à donner, mais vous aurez le devoir de vous préoccuper de ceux qui n'auront pas eu la chance d'être comme vous. Oui, merci beaucoup pour cette remarque et cette conviction très forte. Non, mais elle est très importante. Pour en revenir à la question, enfin, ce que vous avez très très bien dépeint, je l'ai vraiment vécu de l'intérieur parce que j'étais encore à l'époque à Bruxelles et je m'occupais au secrétariat général de la Commission du futur TTIP, c'est-à-dire l'accord commercial avec les États-Unis. Et j'avais été précédemment chef adjointe du président Nilsson, un Suédois, qui était le président du Comité économique et social européen, qui représente notamment ce qu'on appelle le business européen, dans lequel il y avait les Allemands qui étaient à fond pour business, business, business. Et un jour, j'ai organisé quelque chose avec Alain Juppé et le président du Comité économique et social et environnemental français, Jean-Paul Delevoye. Et donc, nous voilà en train de parler du projet d'accord économique entre l'Europe et les États-Unis. Et je vois tout ce monde dire c'est formidable, business, le vice-président qui était allemand en disant business, industry, profit. Hein. Et puis tout d'un coup, Alain Juppé et Jean-Paul Delevoye se regardaient comme ça, prendre la parole, on dit mais vous êtes complètement malade. Vous avez oublié que dans un accord, les États-Unis vont tout prendre. Nous, on va tout donner et on va rien protéger. Vous êtes fous. C'est n'importe quoi. Ça avait choqué tout le monde. C'était un peu caricatural, mais quand j'étais au secrétariat général... Oui, mais quand même. Je me souviens d'avoir travaillé avec des Suédois à la Commission qui ne comprenaient absolument pas qu'on puisse fixer 2-3 règles. Et c'est très intéressant parce que c'est une société social-démocrate, mais très libérale. Alors, oui. D'ailleurs, quand on a eu le débat avec le vice-président Katainen, c'est vrai que j'avais l'impression qu'il y avait un fossé entre... On était nombreux à exprimer... J'étais pas la seule à exprimer ce que je viens de vous expliquer. On a 2 minutes pour intervenir, ou 1 minute et demie, ou 2 minutes, donc il faut vraiment résumer. Mais j'étais pas la seule, mais... c'est vrai que j'ai exprimé un certain nombre de choses et Dieu sait que je travaille beaucoup avec le vice-président Katainen, qui est issu du PPE, hein, mais comme son nom l'indique, qui est un nordique. Et franchement, là, on a beaucoup de mal à lui faire comprendre ce qui se passe dans les pays de l'Europe du Sud. Et
et les problèmes aussi entre Est et Ouest, hein, qu'on retrouve à propos de la directive détachement des travailleurs, hein, le problème du dumping social. Je voudrais, Marcus, est-ce que je peux te faire réagir? Parce que je voudrais savoir comment tu ressens simplement ta culture anglo-saxonne par rapport à ce qu'on vient de dire, avec un point de vue qui est quand même européen, mais aussi très français. Comment tu vois, toi, les choses depuis un pays qui a quand même créé le Commonwealth? Et vous avez été les champions parce que vous étiez sur une île, le bateau, vous êtes allé faire du commerce avec le reste du monde de façon tellement brillante. Alors comment c'est vu ça aujourd'hui? D'abord dans le contexte du Brexit et puis aussi culturellement. Comment c'est regardé ça, ces questions qu'on se pose sur la mondialisation? C'est bon. Ben, merci beaucoup. Merci d'abord, Madame la députée, pour cette intervention très, très intéressante sur la mondialisation. Et merci, Dauphine. C'est un peu difficile de réagir à chaud. Hein. C'est une question tellement vaste. Je pense qu'on a une certaine indication de ce qui s'est passé le 8 avec les élections législatives et le montée de Jeremy Corbyn, qui était tout à fait inattendu par les sondages. Et lui, il a fait campagne principalement sur les questions sociales. Donc la protection du National Health Service, NHS, tout ce qui est contre l'austérité pour montrer quel était l'impact de l'austérité, de la politique de l'austérité menée depuis, on dirait, 2010 par David Cameron et George Osborne. Donc, on peut voir à travers cela, que la public, les électeurs, ont voté pour une politique plutôt service public, plutôt social, que purement économique, qui était la proposition du conservateur de Theresa May. On est toujours en train de subir les conséquences de cette vote parce qu'on n'est pas encore sûr comment ça va se passer avec le DUP, le Parti conservateur. Donc, l'enjeu politique est toujours en cours. Donc, ça ne s'arrête pas. Les discussions poursuivent aujourd'hui pour former une coalition, mais petit c, pas une coalition formelle. Pour réagir un peu plus généralement sur les questions de dumping, on est tous bien au courant que depuis des années et des années, il y a la question de statut de marché pour la Chine. On avait des outils au niveau OMC pour lutter contre, pour se protéger contre le dumping, notamment dans certaines industries comme l'acier. Mais ça s'est montré insuffisante contre les attentes des citoyens. Et pour moi, ce n'est pas nécessairement la mondialisation qui crée... Ce n'est pas nécessairement contre la mondialisation que les concitoyens dans un milieu rural qui sont oubliés. Ce n'est pas contre ça. C'est le fait qu'il a perdu peut-être son travail et que, comme vous avez dit tout au début de votre intervention, qu'il ne voit pas un meilleur avenir pour ses enfants. Et je pense que ça, c'est le job, ça, c'est le travail d'une société sociale avec toute cette sécurité sociale qui fait en sorte que la personne se sent encadrée par la société. Et je pense que c'est ça où on doit tellement réagir. Parce qu'on je ne vois pas quelle politique on peut mettre en œuvre pour faire en sorte que les usines reviennent en Europe. Je pense que l'ère de l'industrie lourde en Europe est bien passée. Peut-être je me trompe. Mais je ne vois pas comment on peut mettre en œuvre une politique qui fait en sorte que toute cette production qui a été délocalisée revient. Je ne vois pas. Mais par contre, je pense que notre défi, ça doit être de mettre en place une société qui protège et qui donne un avenir à quelqu'un qui n'a plus le même type de travail qu'il pourrait avoir il y a 10 ans, il y a 20 ans. Merci. Écoutez, d'abord, je vous félicite. Bravo. Parce que vous vous exprimez de façon extraordinaire. Vraiment, c'est vraiment magnifique. Oui, vous avez raison d'expliquer tout cela. Effectivement, on n'a pas expliqué, on n'explique pas à nos concitoyens que
que l'on vit une véritable révolution. La révolution industrielle, nous la vivons. Moi, souvent, on en parle entre nous et qu'on y travaille, je me dis, je pense au siècle passé, entre le 19e et le 20e siècle, nos ancêtres, nos grands-parents, arrière-grands-parents, ont connu cette révolution industrielle. Et ça a dû être un choc pour eux. Et nous, on vit tellement vite dans notre société. On ne réalise même pas, mais la révolution du numérique, c'est quelque chose de phénoménal. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut que l'enseignement, l'éducation prennent en compte absolument cela, parce qu'il faut adapter les jeunes générations à pouvoir d'abord à appréhender tout cela avec la plus grande facilité, et puis surtout à pouvoir se réadapter à plein de choses, parce que je suis persuadée que dans 10 ans, dans 20 ans, il y aura encore beaucoup d'autres choses. Moi, je travaille beaucoup sur les questions de santé, je peux vous dire, je me dis, c'est dommage, je le dis souvent à mes assistants, ils en rient, parce que je leur dis, mais je suis persuadée que dans 20 ans, on va trouver telle ou telle solution pour telle thérapie, etc. Je leur dis, ce qui est dommage, c'est que je vais peut-être pas voir ça, je serai trop vieille et je ne le verrai pas, et je voudrais vivre encore longtemps pour voir ces nouvelles technologies et ce qu'elles vont apporter comme progrès pour les êtres humains que nous sommes. Moi, c'est vrai que j'ai tellement d'enthousiasme quand je travaille sur toutes ces questions-là. Je me dis, mince, j'aimerais bien pouvoir le vivre, et je ne le vivrai pas. Ça sera leur génération qui la vivra, tant mieux. Mais ceci pour dire qu'effectivement, il faut arriver face à ces révolutions que nous vivons. Et le numérique en est une phénoménale. Mais le spatial va aussi nous ouvrir à... moi, je travaille sur la politique spatiale européenne aussi. En ce moment, ça va nous ouvrir aussi beaucoup de choses, d'horizons. On va penser, faire différemment. Et vous qui serez l'élite, alors justement, vous allez être terriblement concernés. Mais si on ne l'explique pas à nos concitoyens, si on ne leur permet pas, quel que soit le niveau qu'ils ont de formation, mais à pouvoir comprendre cela. Pour ça qu'il faut l'enseignement général, les bases d'enseignement général, elles seront toujours indispensables pour permettre à chaque individu de pouvoir avoir une capacité de raisonnement. C'est important, c'est très important, je pense. Il faut pas... Et c'est pour ça que j'y tiens beaucoup. Alors, je le comprends d'autant plus que j'ai l'expérience derrière moi. Je suis une élue depuis longtemps, élue locale depuis très, très, très longtemps, élue européenne depuis plus de 20 ans, largement. Donc, si vous voulez, ça me permet, avec ce vécu-là, d'avoir ce recul et de comprendre beaucoup mieux les choses. Puis, en vieillissant, finalement, le recul qu'on a avec l'âge permet de mieux comprendre et de s'apercevoir qu'il ne faut pas passer à côté de certaines choses. Mais je trouve que vous avez très bien expliqué l'économie, le progrès économique engendré par toutes ces nouvelles technologies. C'est absolument extraordinaire. Ce progrès économique n'aura de valeur que s'il engendre un progrès social. Et c'est ce que j'essaye de faire comprendre à mes collègues des pays de l'Est, qui disent, nous, on s'en fiche d'un salaire minimum. Quand on parle des travailleurs détachés, on s'en fiche d'un salaire minimum, c'est pas un problème. Or, c'est pas vrai pour tous les travailleurs détachés, mais quand même, que ce soit en Belgique, en France ou dans d'autres pays, il y a des travailleurs détachés qui viennent sur des chantiers vivre dans des conditions déplorables que nous ne devrions pas accepter dans nos pays de l'Union européenne. Et mes collègues parlementaires européens de ces pays-là se fichent éperdument du devenir de ces gens-là. Ils nous disent, mais vous comprenez, ils sont contents de partir, ils vont chercher du travail. D'accord, ils vont chercher du travail, mais parfois avec des conditions de vie qui sont inacceptables dans l'Union européenne. Et ça, je n'arrive pas à faire passer ce discours-là auprès de certains de mes collègues de la droite et du centre-droit. Je ne suis pas fière de le dire, je ne suis pas fière, mais je suis obligée de le dire, c'est un constat. Et c'est quand même à nous tous, et en tout cas à votre génération, de faire attention à cela. Je n'ai pas entendu. Je disais, ça arrange bien tout le monde quand les gens qui travaillent
Oui, mais ça n'est... Oui, bien sûr. Ça peut arranger tout le monde. Nous révisons. Si on révise cette directive sur les travailleurs détachés, c'est pour qu'effectivement le travail détaché puisse continuer de se faire, mais en application quand même de règles sociales. On a des débats sur rémunération, salaire, etc. Et puis il faudra des contrôles, des vrais contrôles. Et puis éviter qu'il y ait des sociétés... je ne vais pas citer certains pays de l'Union européenne, des sociétés qui aillent dans certains États membres au refuge de l'Union européenne pour ne faire que du business en envoyant des travailleurs détachés sans se préoccuper des conditions de travail de ces travailleurs détachés. Hein, voilà, le travail. Mais les travailleurs détachés, c'est certainement nécessaire. De toute façon, la France a beaucoup de travailleurs détachés, sans doute beaucoup plus dans une certaine élite de chercheurs que, par exemple, des travailleurs détachés qui viennent de pays de l'Est et qui, eux, cherchent à avoir une rémunération qu'ils ne peuvent pas trouver dans leur propre pays d'origine. Mais c'est là où moi je dis que les financements européens, parce que la manne européenne, elle est énorme dans ces pays-là, et je ne comprends pas que la Commission européenne à un certain moment donné, voyant les taux de croissance dans ces pays-là, n'exige pas qu'il y ait un véritable progrès social qui soit engendré. Et il pourrait y avoir certaines, sanctions sur les fonds structurels. Si on ne voit pas, s'il n'y a pas création d'un salaire minimum, si on ne voit pas les salaires mensuels augmenter dans votre pays, il y a un moment où les fonds structurels, la vanne va se fermer. Moi, je trouve que ça serait au moins une logique, parce que lâcher des millions d'euros, je suis d'accord, hein, bien sûr qu'il faut rétablir compenser les déséquilibres originels au sein de l'Union européenne. Mais si ça se fait sans contrôle, si ça se fait sans sanction, eh bien on a tout faux. Et moi, c'est le discours que je tiens en tant qu'Européenne convaincue. Je ne suis pas très entendue pour l'instant. Voilà. Mais voilà, je tiens encore le discours aujourd'hui. Alors oui, j'ai juste... Alors, je vais essayer je vous laisserai poser une question. Moi, j'en ai deux quand même. Vous nous avez parlé très justement tout à l'heure de la séparation sud, nord, ouest, est. Je serais bien curieuse de savoir quelles sont globalement les positions entre les quatre parties du cadran sur la question de la mondialisation. Parce que justement, avec le travailleur détaché, je me dis, un pays comme la Bulgarie n'a pas du tout intérêt à ce qu'on développe des relations économiques très poussées avec des pays pas très éloignés dans lesquels les salaires sont beaucoup plus avantageux que même en Bulgarie. Première question. Et la deuxième question, vous avez beaucoup insisté dans votre déclaration à M. Katainen, et je voudrais avoir votre point de vue de politique, en disant « J'aurais aimé que nous soyons plus ambitieux parce que votre document de réflexion est une bonne chose, mais il ne va pas assez loin. » Et ça m'a frappé. Je voudrais savoir ce qu'il y a derrière. J'aurais souhaité un plan d'action concret sur des sujets aussi essentiels, et vous en avez parlé en introduction, que le contrôle des investissements étrangers dans les domaines stratégiques. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi la Commission ne s'est jamais penchée sur ce sujet? J'en reste béate depuis 10 ans. Après, je vous donne la parole. C'est la question piège, hein, c'est Joker. Non, je vais essayer de répondre quand même. Oui, vous savez, quand ce sont des questions délicates, la Commission, elle préfère souvent, ne pas trop aborder le sujet. C'est vrai que je suis très inquiète des investissements étrangers sur des secteurs. Alors, j'avais quelques exemples, mais si je ne les ai pas tous en tête, mes assistants pourront le rappeler. En Allemagne, il y a un secteur qui est justement... Oui, dans le domaine de la haute technologie. Oui, je regardais Hugues parce que c'est avec Hugues qui est l'un de mes assistants, parce que j'en ai 3, mais j'en ai que 2 ici présents. On avait travaillé sur ces questions-là, et on avait vu qu'il y avait, même en Allemagne,
qui est un pays quand même qui est censé un peu plus être sérieux sur les réglementations, eh bien, on s'était rendu compte qu'il y a des domaines de haute technologie. Vous savez, quand j'ai parlé du spatial, mais dans le domaine spatial, par exemple, c'est important que nous soyons très vigilants à ce qu'il n'y ait pas d'investissements étrangers qui viennent s'accaparer certaines technologies de pointe, parce que nous n'avons pas envie non plus de transmettre un savoir-faire, etc. Et il y a d'autres domaines, hein, où on pourrait, enfin c'est souvent dans le domaine des hautes technologies, hein, que l'on peut redouter les investissements étrangers. Et là, malheureusement, c'est le vide. On en parle, la Commission européenne ne réagit pas là-dessus. Parce que peut-être elle ne veut pas mettre son nez dans ce qui se passe aussi au niveau des États membres, je ne sais pas. C'est sans doute aussi parce que le Conseil manque un peu de volonté d'avancer sur ces sujets. Peut-être que le président de la République française osera se mêler de cela. Il faudrait qu'on lui souffle un peu l'idée. Voilà. On va vous donner le micro, ça sera plus... Oui, vous parlez fort, c'est vrai. Par rapport à notre jeunesse qui voulait, donc qui devait s'investir dans toutes les nouvelles technologies et aller vers le progrès. Mais malgré tout, on a quand même, depuis toujours, moi j'ai toujours entendu ça, et Dieu sait si je peux être un doyen parmi l'Assemblée, c'est qu'on avait 10 ans de retard sur les États-Unis et on n'arrive pas à récupérer ces 10 ans. Est-ce que c'est à cause de peut-être nos politiques ou l'éducation nationale qui n'a pas eu assez de prévoyance pour investir sur l'avenir et aller de l'avant? Parce que la France, quand même, jusqu'aux années 70, on était quand même... on avait le Concorde, on avait le France, on avait quand même des choses assez importantes. On avait une technologie de pointe, on était quand même fort. Et après, on s'est complètement laissé dépasser et on n'a pas su investir sur l'avenir. Et un autre défaut aussi qu'on a peut-être, et que vous avez fait remarquer sans peut-être insister, je m'excuse, c'est, vous avez parlé du jeune homme qui s'est exprimé dans notre langue d'une façon extraordinaire, alors que nous, en France, on rame. Au niveau des langues, on rame. Oui, non, mais on en revient toujours à la même chose. La première chose, c'est l'éducation. Moi, je pense, sans avoir approfondi largement la question, je pense que l'apprentissage des langues... Moi, je dis toujours, je reçois beaucoup de groupes de jeunes au Parlement européen. Alors, c'est parfois des classes de CM1, CM2, parce qu'on a affaire parfois à quelques enseignants qui, heureusement, ont des vraies convictions européennes et font travailler les petites CM1, CM2. Quand je les reçois à Strasbourg, je peux vous dire que ces petits m'étonnent toujours par la qualité de leurs questions. Et la plupart du temps, ils n'ont même pas un petit papier pour se rappeler de la question qu'ils doivent poser. Donc, on sait très bien que ce sont les jeunes cerveaux qu'il faut former et qu'il ne faut pas perdre de temps. Donc, c'est la maternelle et l'école primaire qui sont essentielles. Quand on sait là-dedans les neurones qui se développent et la capacité d'acquisition qu'ont les jeunes cerveaux, je trouve on gâche beaucoup de choses. On ne voulait pas d'élite, etc. Moi, je dis, mais c'est pas... cherchons à hisser vers le haut tout le monde au lieu de dire, ah ben non, comment on ne veut pas d'élite? Pour que personne n'ait à souffrir de la comparaison avec un autre, on va niveler par le bas. Je pense que c'est la pire des choses. Au contraire, je pense que n'importe quel enfant, si on s'en occupe, est capable de beaucoup de choses, mais il faut s'en occuper dès le plus jeune âge. Et je le dis parce que vous êtes des jeunes, vous serez un jour des jeunes parents aussi, vous serez l'élite, mais aussi des jeunes parents, et il faut y penser. Ne pas gâcher les chances d'un jeune, d'un tout petit, je pense que c'est très important. Alors ça, c'était une petite parenthèse, mais c'est aussi mon recul de l'âge. Comme vous, ça me permet de dire des choses... parce qu'on réalise beaucoup plus de choses que quand on a 25 ou 30 ans. Alors, ceci étant dit, je pense qu'effectivement, l'enseignement des langues, alors moi je dis toujours à ces enseignants que je reçois aussi des collégiens, des lycéens, je dis, apprenez, je leur dis aux jeunes, apprenez les langues. Alors l'anglais, c'est indispensable. Même si nous, Français, ça nous fâche. L'anglais, c'est indispensable. Mais apprenez aussi une autre langue.
quelle qu'elle soit, celle que vous voulez. Faites-vous plaisir, vous apprenez le chinois, vous apprenez l'arabe, vous apprenez l'espagnol, l'allemand, oui, tout à fait. Apprenez une autre langue aussi, parce que c'est par la diversification des langues que vous serez aussi un apport dans le métier que vous pratiquerez. Et puis je leur dis, apprenez l'histoire et la géographie. Souvent, les jeunes ont tendance à dire « Oh là là, l'histoire et la géographie, je mets ça de côté, etc. » C'est fondamental, c'est essentiel pour comprendre ce qui se passe dans le monde à un moment, à un instant T. Eh bien, on le comprend et on l'explique par ces connaissances que l'on a de l'histoire, de la géographie et de l'histoire. Moi-même, vous savez, je fais beaucoup de réunions avec des gens pour leur parler d'Europe, essayer de les convaincre de la valeur ajoutée de l'Union européenne et essayer de susciter des vraies convictions européennes. Je leur dis toujours, je leur explique beaucoup les choses en leur parlant de mon vécu au Parlement européen. Par exemple, sur les relations avec la Russie. Nous, Français, on a des positions assez globalement d'ouverture, de dialogue avec la Russie en disant il ne faut jamais fermer la porte à la Russie. C'est notre premier plus grand, plus puissant voisin de l'Union européenne, limitrophe de l'Union européenne. On ne peut pas ne pas dialoguer avec la Russie, même si on n'est pas d'accord avec son dirigeant actuel, même si on reproche beaucoup de choses à son dirigeant. On ne peut pas fermer la porte. Quand je dis ça, mes collègues dans mon propre groupe, mes collègues des pays de l'Est, des pays baltes, me disent « Comment, Françoise, tous les jours, on a des avions russes qui survolent notre espace aérien alors qu'ils n'ont pas le droit. Tous les jours, nous avons des intimidations. Tous les jours, nous disons que si la Russie le veut, les chars russes peuvent, en 24 heures, venir chez nous dans nos pays baltes. » Ils nous disent ça. Alors, c'est vrai qu'ils vivent un traumatisme. Ils vivent ce traumatisme. Si vous voulez, la chute du mur de Berlin, c'est encore trop récent pour eux. 1989, c'est encore quelque chose de trop récent. Ils n'ont pas encore digéré. J'ai quand même une de mes collègues qui est vice-présidente avec moi au PPE. Cette collègue-là, elle est née au Goulag. Ses parents avaient été envoyés au Goulag parce qu'ils voulaient, ils résistaient, ils voulaient défendre la liberté, etc. Elle est née au Goulag. Elle a passé son enfance au Goulag. Elle a été ministre dans son pays après l'ouverture du rideau de fer. Et aujourd'hui, elle est députée européenne, elle est vice-présidente avec moi. C'est évident qu'avec un passé pareil, elle a une autre vision que celle que je peux avoir. Et moi, je me dis, dans ce cas-là, quand j'entends ce qu'elle a vécu, alors que moi, j'ai eu la chance de grandir dans un petit confort dans la région lyonnaise, je me dis, bah oui, là, quand même, il faut que je l'écoute et il faut que je la comprenne parce que il faut que moi aussi, ma vision de l'Europe et ce que je veux pour l'Europe prennent en compte cela. Je vous donne cet exemple-là. Je pourrais vous en donner d'autres. J'ai beaucoup de collègues qui sont aujourd'hui députés européens, qui ont joué un rôle majeur au moment après la chute du mur de Berlin dans leur propre pays et qui sont aujourd'hui députés européens. Je suis obligée de les écouter, je suis obligée de me dire qu'ils ont quelque chose à m'apprendre aussi à moi, parce que c'est vrai que nous, quand on était du bon côté du rideau de fer, on n'a pas réalisé la chance qu'on avait. Mais vous avez raison, tout passe par l'éducation, la formation, mais les cours d'histoire, de géographie et de langue, et puis le numérique, avec ça déjà, je pense qu'on peut faire beaucoup de choses. Et vous avez raison, vous apprenez des autres, et l'Europe, c'est ça aussi. Et c'est votre Parlement, c'est la maison du compromis, et c'est ce qui manque parfois aussi dans les États membres. Et ça, c'est une force particulière que vous avez, vous. Alors aux autres politiques. En France, oui, en France, c'est mal vu le compromis. La politique du compromis, c'est très mal vu en France. Et souvent, ça nous est reproché, mais comment pourrait-on faire progresser l'Union européenne, faire avancer l'Union européenne sans rechercher sans cesse le compromis? Quand on est 28 États membres, malheureusement bientôt 27,
on est bien obligé de faire l'effort. Là aussi, oui, c'est ce que j'ai expliqué, faire l'effort de comprendre l'autre. Moi, c'est ce qui m'a impressionné quand je suis arrivée au Parlement européen en 1994. Je venais, vous savez, un peu le cocorico français. J'avais déjà des mandats locaux derrière moi. Hein. J'avais exercé quelques responsabilités dans ma région Rhône-Alpes, dans ma ville. Donc, je pensais ne pas être totalement démunie. Quand je suis arrivée ici au Parlement européen, j'ai compris qu'il fallait vraiment beaucoup d'humilité parce que ce que j'avais fait dans le passé ne m'ouvrait pas les portes de l'Europe, qu'il fallait apprendre et accepter vraiment d'apprendre. Et c'est vrai que c'est un apprentissage, mais c'est tellement enrichissant parce que l'Europe, c'est cette diversité, mais c'est ce qui fait la richesse de l'Union européenne. Et on apprend énormément. Et je pense que le comportement qu'on peut avoir quand on se plonge dans ces responsabilités-là, le comportement que l'on a, forcément, il change. Moi, je pense que j'ai changé de comportement, j'ai changé de regard sur les autres. Je pense que ça m'a amélioré énormément. Je pense. Ça m'a beaucoup amélioré. Enfin, en tout cas, j'espère. Mais cette nécessité du compromis, c'est une bonne chose parce que, oui, je pense que j'ai raison, mais celui que j'ai en face de moi, il pense qu'il a raison, et pourtant, on n'a pas le même avis. Bon, on fait l'effort de se comprendre et faire des pas. Alors, c'est vrai, quand on est rapporteur d'un texte, au départ, on pense son texte d'une certaine manière. Moi, j'ai été rapporteur souvent de règlements, ou de directives ou de règlements importants pour les citoyens européens, vraiment. Bon, je viens avec mes envies, mes convictions. J'ai envie d'aboutir à telle ou telle chose. Après, il faut convaincre. Alors déjà, ça oblige à approfondir les choses pour argumenter, pour essayer de convaincre le maximum de collègues que vous avez, vous, une raison de proposer telle ou telle chose. Et puis après, quand on veut aboutir à quelque chose, ne pas mettre en péril. Moi, je me souviens que quand j'ai été rapporteur, on quitte un peu la mondialisation là-dessus, mais c'est pour vous apprendre les choses. Quand j'ai été rapporteur sur la directive soins de santé transfrontaliers, déjà, on pensait politique de santé numérique, on pensait à la e-santé. Ça remonte à quelques années déjà. Mais moi, j'avais déjà en tête tout ce que cette e-santé allait pouvoir apporter aux citoyens. Eh bien, j'avais des propositions fortes dans ce domaine. Mais quand j'ai su qu'au Conseil, j'allais avoir un bloc qui allait se créer d'une minorité de blocage avec l'Allemagne, avec le Royaume-Uni, entre autres, et puis quelques autres pays, j'ai compris que là, je risquais de tout perdre. Or, cette directive soins de santé transfrontaliers était très importante. J'ai été à contre-cœur, obligée de faire marche arrière, n'avoir qu'un petit article qui insinuait que la e-santé allait sans doute nous permettre de faire évoluer beaucoup les choses. Et je me souviens qu'à l'époque, j'ai fait des réunions avec des professionnels de santé, et entre autres des médecins, et je leur avais dit que j'étais très déçue de ne pas être arrivée à pousser suffisamment cette question-là. Mais je leur ai dit, écoutez, lancez-vous dans la e-santé, prenez le taureau par les cornes, faites la démonstration que c'est ça l'avenir, et à ce moment-là, le législateur sera bien obligé de vous suivre. Dommage, j'aurais préféré qu'il vous devance, mais il sera bien obligé de vous suivre. Comme on dit, l'intendant suivra. Voilà. Écoutez, on a quitté là c'est plus la mondialisation, mais si vous voulez, cette démarche-là, elle se retrouve dans tous les domaines. On a dépassé 20 heures et je crois que vous avez encore devant vous une interview avec notre partenaire Alsace 20, partenaire auquel je tiens particulièrement, ce qui nous soutient pour ces Europe After Hours. On est soutenu par la Poste, on est soutenu par le Pôle européen d'administration publique. C'est des fonds nationaux qui nous aident à mettre en place ce petit moment. On a beaucoup appris. Vous avez appris, vous l'avez partagé avec nous. Et alors, on n'a juste qu'une envie, c'est que vous reveniez nous apprendre sur d'autres sujets, notamment vos sujets de prédilection. Moi, j'aimerais bien beaucoup vous faire venir sur les questions de santé publique et de médicaments, parce qu'il y a de gros enjeux de mondialisation sur ces sujets-là. Et les États membres ne sont pas tous d'accord.
Donc j'espère que vous aurez envie de revenir. Moi, je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je remercie tous les internautes qui nous regardent là en streaming. À très bientôt, je vous redis, vous êtes ici chez vous. Vous avez réussi à nous faire une présentation très vivante, mais tellement synthétique d'un sujet. Moi, j'adore. Voilà, merci beaucoup. Écoutez, moi, je vous remercie d'abord d'avoir été là pour m'entendre. Je suis d'accord, vraiment, tout à fait preneur, quand vous le souhaiterez, bien évidemment, pour venir vous parler des questions de santé. Il y a aussi un autre sujet qui m'intéressera pour l'avenir, mais là, je l'ai cité tout à l'heure, la politique spatiale européenne. Ça, c'est les enjeux dans tous les domaines de l'économie sont immenses. Et ça serait bien un jour, si vous le souhaitez, bien évidemment, je ne vous en fais pas du tout une obligation, c'est vous qui déciderez, mais si vous le souhaitez, je serai prête à venir vous en parler aussi. En tout cas, moi je souhaite plein de succès, plein d'avenir à tous ces jeunes.